Bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir pour le lancement du livre, enfin cette rencontre à l'occasion du lancement du livre de Claire Desmarres-Poirier qui s'appelle L'Exode urbain. On est assez content de constater que vous n'êtes pas tous encore partis de Paris, donc ça c'est plutôt sympa, mais on imagine que vous vous posez beaucoup de questions. L'ouvrage de Claire évidemment est en signature après à la librairie Caribe juste à côté, donc d'ici une petite heure. Et en attendant, on va vous proposer d'organiser cette rencontre autour de 3 temps. Le premier temps qui sera confié à Claire, qui va nous parler de la genèse de son livre et puis de son parcours. Donc Claire qui a déménagé de Paris, quitté Paris depuis 10 ans pour la Bretagne. Et puis deuxième temps qui sera un temps pour Yves Cochet qui nous fait le plaisir d'être là, qui a donc préfacé le livre de Claire. Yves Cochet qu'on ne présente plus presque, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, qui a évidemment une formation de mathématicien, qui est également engagé en politique et dans l'écologie depuis très longtemps, qui a été ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, et qui aujourd'hui est présidente de la fondation Momentum. Donc il pourra nous parler un petit peu, mais il va nous parler surtout de la notion de biorégion. Et après ces 2 temps de parole, on vous propose en fait un échange assez libre de questions-réponses avec nos 2 invités. Voilà, donc je vais leur laisser la parole. Je vais m'éclipser dans le public et ensuite on vous proposera de venir poser vos questions à ce micro-là qui est devant la scène. Sur pied pour des raisons sanitaires Covid, qui est qu'on ne va pas faire passer le micro, mais que vous allez donc venir jusqu'au micro. Très bonne soirée. Ne soyez pas intimidés. Bonsoir. Oui, donc je m'appelle Claire Desmarres-Poirier. Je suis très contente d'être ici. C'est un lieu que j'aime beaucoup. Et je suis très contente aussi d'être là pour vous présenter cet ouvrage sur lequel je travaille depuis 2 ans et qui est sorti très récemment. Et qui est sorti dans un contexte qui a donné une toute autre lumière que le contexte dans lequel moi je l'avais imaginé, et qui est sans doute ce contexte un des leviers de la réflexion que certains d'entre vous dans la salle ou au-delà se posent aujourd'hui, qui m'a fait un peu revoir ma copie, puisqu'effectivement j'ai rendu le premier manuscrit au mois de février, donc ça vous donne une idée. Il y a eu un petit moment d'angoisse avec mon éditrice. On s'est dit, là, il va quand même falloir revoir un peu le truc. Et en même temps, c'était un élément qui donnait totalement raison aux propos que j'avais envie de porter depuis bien longtemps. Donc, moi, à la base, j'ai grandi à la campagne, en Normandie. Et puis, à 17 ans, je suis partie faire mes études à Sciences Po à Lille. J'ai habité 10 ans à Lille, je travaillais à Paris, à Lille, à Bruxelles, un peu partout, mais j'habitais toujours à Lille. En l'occurrence, c'est pas exactement Paris que j'ai quitté, même si mon emploi était à Paris. Et en fait, il y a 10 ans, j'ai fait un virage de vie radical pour partir vivre à la campagne, monter un projet agriculturel. Je sais qu'Yves aime bien cette... Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je produis des plantes aromatiques et médicinales en agriculture biologique avec mon mari. Donc, on a sur la ferme un volet agricole qui est assez important. Et puis, on a choisi que cet espace soit un espace ouvert au public, un espace d'accueil. Alors bon, c'est pas tout à fait les mêmes conditions d'accueil qu'ici. On a un tout petit lieu, mais on a transformé l'ancienne étable de la ferme, qui est un joli bâtiment en pierre, en café-librairie. Et on a créé un jardin sensoriel dans lequel on fait découvrir les plantes et globalement tout le volet balade botanique sensorielle. Enfin voilà, on transmet notre passion des plantes à travers ce lieu. Et puis on offre aussi à des gens un petit moment de respiration, un petit espace de calme, un espace familial où on propose des animations, des débats, de la musique. Voilà, un petit temps de pause à la campagne, une petite parenthèse à la campagne. Ce projet, il nous a fallu 10 ans pour le construire, donc ça ne s'est pas fait en claquant des doigts. Mais il se trouve que, à la fois ce que j'ai trouvé dans mon parcours rural et aussi les nombreuses rencontres que j'ai faites ces dernières années, à la fois de gens qui avaient fait ce chemin, parfois très longtemps avant moi, et avec des aspirants à l'exode. Parce qu'évidemment, quand on est un lieu d'accueil, on reçoit plein de gens et les gens, ils vous confient un peu de leur histoire. Et ils posent beaucoup de questions.
Et de toutes ces questions et de toutes les réponses que j'ai essayé d'apporter, j'avais collecté en fait tout ce matériau et plus ça allait et plus ça faisait des quantités d'informations et plus je me disais que j'allais devoir en faire quelque chose. Et donc ce livre, c'est effectivement à la fois la rencontre entre mon parcours, je témoigne de comment ça s'est passé pour nous, mais aussi de la rencontre de plein d'autres acteurs et actrices de ce mouvement que j'appelle de mes voeux à être beaucoup plus global, beaucoup plus massif aujourd'hui. Et donc cet ouvrage, au départ, devait s'appeler L'exode urbain, quitter la ville maintenant. Et en fait, mon éditrice m'a dit « Mais non, c'est pas ça ton message. Ton message, c'est pas seulement partir de la ville. » Et je pense que ce qu'on aimerait vous dire avec Yves ce soir, c'est à la fois, on va parler de la critique de la ville, etc., mais mon message, en tout cas, il est essentiellement celui de la ruralité positive, et c'est aussi la projection que Yves fait avec l'Institut Momentum dans les biorégions qu'il va développer après. C'est aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes qui se posent la question de quitter la ville parce que la crise du Covid a révélé des situations, mais aussi parce que dans leur vie, c'est un moment qui appelle ça. Quitter la ville, c'est bien, c'est super bien, mais c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'être capable de construire quelque chose à la campagne et de ne pas partir pour fuir, mais de partir pour construire. Et là, en tout cas, c'est plus sur cette partie que j'ai envie d'insister, c'est-à-dire que les contraintes de la ville, vous les connaissez tous, vous les accueillez tous, vous les tolérez plus ou moins, mais vous ne les ignorez pas. Les atouts de la campagne, c'est beaucoup plus compliqué. Après, je pense que ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est qu'au-delà des critères pratiques, c'est-à-dire qu'en général, les journalistes, quand ils m'interviewent sur ce truc-là, ils me disent « Alors, en ville, c'est compliqué parce que c'est cher de se loger et puis c'est compliqué de passer du temps dans les transports en commun. » Oui, il y a évidemment des critères très pratiques qui entrent dans le choix de l'exode urbain, mais je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a un questionnement, en tout cas, dans la ville. Si on ne peut pas juste résoudre ces problèmes pratiques par des politiques publiques, j'entends, c'est trop cher de se loger, demandons la construction de nouveaux logements, changeons l'urbanisme des villes. C'est trop compliqué de passer trop de temps dans les transports en commun, faisons du vélo, essayons de sécuriser des espaces pour des mobilités douces, construisons des nouvelles infrastructures de transport en commun. Si on ne peut plus juste dire ça, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé un virage, où il s'est plutôt passé un gros mur qui est devenu totalement indépassable. C'est celui de la perspective des conséquences du changement climatique. Et aujourd'hui, la ville est devenue un espace de vulnérabilité. Vous l'avez tous senti au moment du Covid. Et en fait, on est face à une impasse. L'impasse, c'est que les urbanistes, les élus, qui portent un discours aujourd'hui sur l'avenir de la ville, ont 20 ans de retard. Aujourd'hui, on défend encore des trucs comme la ville dense, qui limite les déplacements, qui a un moindre impact écologique, etc. Ça, cette vision-là de l'adaptation de l'urbanisme au défi du changement climatique, c'est celui de l'avant-point de non-retour. C'est celui où on se disait, si on fait ça, alors on ne dépassera pas les 2 degrés, alors on restera dans les mêmes conditions qu'hier, alors le monde d'avant restera le monde d'avant et le monde d'après n'adviendra pas. Sauf que ça, c'est trop tard. C'est fini. Et maintenant, on est obligé de repenser la ville, la campagne, en fait tous les territoires dans un nouveau paradigme. Et que vous l'ayez conscientisé ou pas, c'est-à-dire que vous ayez eu ce processus intellectuel de vous dire, bon, alors on en est où par rapport aux projections à 2030 sur les pics de chaleur, que vous l'ayez réfléchi ou pas, en fait, on y est. Et donc, soit c'est un truc qui va se construire petit à petit, soit à un moment, il va y avoir un gros coup de fouet. Et moi, je le vois dans les gens qui viennent à moi. C'est-à-dire, je vois à la fois des gens qui mûrissent ce projet depuis de très nombreuses années, qui aspirent à ça, qui aspirent à la vie rurale parce qu'ils en sont originaires ou parce que c'est vraiment là-dedans qu'ils se projettent. Puis que, voilà, ils vivaient leur vie à un moment, ça allait tranquillement, mais il y avait des débats dans le couple ou avec des amis pour un projet. Et puis, je vois aussi des gens qui étaient dans un mode de vie assez linéaire, qui n'envisageaient pas du tout ce chemin-là, et puis qui d'un coup se sont pris un mur et ont été obligés de réfléchir à la manière dont ça allait se passer. Et à ce moment-là,
se sont sentis un peu désarmés et un peu dépourvus. Et alors, je pense qu'à ces deux catégories de personnes, en fait, j'aurai la même histoire, et je pense que c'est ça qui est important. C'est ce qui fait aussi que, finalement, dans ce bouquin, quand il y a eu la crise, j'ai pas changé grand-chose. J'ai changé... si, quand même, je disais que le télétravail en France, on était super en retard. Bon, là, clairement, il y avait un petit problème il y avait une nécessité de mise à jour du logiciel. Mais au-delà de ça, je pense qu'il est nécessaire d'avoir une aspiration à la vie rurale qui soit positive, qui soit dans une projection de soi dans ce territoire, qui soit dans une appétence pour la vie rurale. Parce qu'un des gros enjeux aujourd'hui de la vie urbaine, c'est qu'on n'a pas le choix de vivre en ville, en fait. Dans les sondages, il y a 80% des urbains qui disent que la vie rêvée pour eux, c'est une vie rurale, mais qu'en fait, ils vivent en ville. Et 57%, et ça c'est un sondage IFOP avant la crise du Covid. Je ne veux pas imaginer ce que ça donne maintenant. Et 57% des gens qui disaient à l'époque, si on me donnait la possibilité de le faire, je partirais vivre à la campagne. Donc je sais qu'il y a quand même des gens, et sur quelques millions d'habitants à Paris, en région parisienne, ça fait quand même un paquet de gens qui se posent cette question. La réalité, c'est que dans les années 50, surtout, on va dire que ça a commencé à la révolution industrielle, mais c'est vraiment les 30 Glorieuses qui ont été l'avènement de ce mouvement. Ce mouvement, c'est l'exode rural. C'est le mouvement inverse que celui que j'appelle de mes voeux aujourd'hui. L'exode rural a construit les villes qu'on connaît aujourd'hui. Elle a structuré à la fois leur sociologie, les gens qui y vivent, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, pour un grand nombre d'entre vous, sont soit des gens qui sont arrivés depuis les campagnes françaises, soit des gens qui sont arrivés de l'étranger par les schémas d'immigration. Mais on a construit les villes contemporaines en apportant des humains dans ces espaces-là pour travailler à la construction de la société de production et de consommation qu'on connaît aujourd'hui. Il fallait mettre des gars chez nous en Bretagne, il fallait mettre les gars dans les usines. Alors le préfet, il réduisait la surface minimale agricole, donc le nombre d'hectares qu'il faut pour avoir une ferme. Du coup, les gars, ils n'avaient plus le droit d'être en ferme parce qu'ils n'avaient pas assez de surface, donc ils vendaient la terre au voisin, qui lui en avait plus, qui avait le droit de garder une ferme en remplaçait 10, en fait. Et puis tous les gars partaient à l'usine, c'était bien parce qu'il fallait construire des voitures, il fallait construire des maisons, il fallait construire des fours, des machines à laver, vous la connaissez, une cuisinière, une armoire à cuillère, voilà. Il fallait construire ce monde-là. Et puis surtout, une fois que les voitures sortaient des chaînes, il fallait des gens pour les acheter. Donc il fallait des consommateurs, il fallait des producteurs, il fallait de la publicité, il fallait la ville pour ce qu'elle est aujourd'hui en fait. La ville est un espace qui est voué structurellement à la consommation. Et si on oublie ça, on met de côté tout le reste. Si on oublie qu'il n'est pas vraiment possible en ville d'avoir des relations sociales sans passer par un espace marchand, vous le savez. Mais en fait, vous ne le savez pas. Quand on vit à la campagne, on découvre la réalité de ce que ça signifie. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas allée à la campagne en me disant « Cool, je vais avoir des relations sociales en dehors d'un espace marchand ». Je suis partie parce que, comme tout le monde, j'avais envie d'espace, j'avais envie d'avoir un lien à la nature, j'avais envie de retrouver du sens à ma vie, j'avais envie de construire quelque chose avec mon mari, j'avais envie de faire des enfants et que je me voyais vraiment pas les élever en ville. Voilà, c'est pour ça que je suis partie. Et comme la plupart des gens qui partent, en fait. Mais quand je suis arrivée, j'ai compris des choses. J'ai compris où j'en étais dans ma position d'urbaine et j'en avais même pas conscience. Et je pense que ça, alors juste pour développer sur l'histoire des relations sociales dans l'espace marchand, je pense que c'est des choses essentielles. C'est-à-dire, quand je disais tout à l'heure, logement, transport, etc., que ce soit du côté des contraintes en ville ou des inquiétudes par rapport à la campagne, parce que souvent les gens me disent « Ah oui, mais c'est difficile de se déplacer en voiture ». En vrai, quand on commence à réellement se poser la question de comment ça va se passer en pratique, on est déjà passé de l'autre côté de la barrière, et la voiture, c'est plus un sujet. Hein. Parce que, en vérité, quand vous passez... je sais pas, une heure et quart sur la ligne 13 le matin pour descendre du nord où vous habitez au sud où vous travaillez. En termes de contraintes, moi, je fais 10 minutes de bagnole pour emmener ma fille à l'école. Je sais pas. Bon, c'est un truc à peser, mais je crois que tous ces trucs-là, c'est vraiment des choses qui sont, pour moi, totalement anecdotiques. C'est-à-dire, c'est un registre de peur qui est très vite levé quand on discute et puis quand on commence à se projeter réellement dans un projet de vie rurale. Par contre, ce qui est très difficile à lâcher, c'est
c'est toute cette partie-là. C'est toute cette partie qu'on ne conscientise pas, puis qu'on ne nous aide pas vraiment à conscientiser, on va se dire les choses. C'est par exemple la nature de nos relations sociales. Pourquoi est-ce qu'en ville, on fréquente que des gens comme nous ? C'est logique. En fait, on va boire pour se voir. On ne peut pas tellement se voir dans les apparts parce que c'est trop petit, les voisins râlent. On ne peut pas tellement avoir des moments d'intimité parce que c'est compliqué. Donc on fait quoi ? On va dans des bars, dans des restos, au cinéma, au théâtre. Donc on passe systématiquement par un espace marchand. Donc ça veut dire qu'on fréquente des espaces qui ont les mêmes codes, où on a les mêmes habitudes, où on a les mêmes attentes. Parce qu'en fait, même si vous allez au théâtre, vous n'allez peut-être pas tous dans le même théâtre, vous n'allez peut-être pas tous voir les mêmes pièces, vous n'allez même pas tous... Donc en fait, systématiquement, on va se retrouver tous dans des espaces très mimétiques. C'est très rassurant. C'est la promesse de la ville. Tout à l'heure, je parlais de l'exode rural à marche forcée pour construire les villes. Mais l'exode rural à marche forcée, il ne s'est pas fait seulement en disant « t'auras du boulot ». Parce que oui, les gars qui partaient, ils partaient pour travailler. Mais ils partaient pour plus que ça. Il y a tout un volet de culture populaire qui est ancré en nous. Les chansons, vous les connaissez. Vous connaissez Michel Delpech, ma famille habite dans le Loir-et-Cher, les murs de poussière de Cabrel, Ferrat, la montagne. Ils quittèrent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie et tout ça. Ça, c'est quelque part dans votre tête. Cette musique que la ville, c'est la promesse de la réussite. C'est la promesse de l'accession à un statut social. C'est l'indépendance de sa communauté conservatrice. On va construire quelque chose pour soi. C'est l'individu roi. Mais c'est aussi l'individu tout seul. Donc la réalité de ça, c'est qu'après, réagréger, ça ne se fait pas de la même manière que dans une communauté rurale. Et on pèse pas ça. On se dit pas en ville, « Ah tiens, j'ai des amis que comme moi. » On se dit « J'ai des amis et c'est cool. Il n'y a pas de problème avec ça. » On est bien avec des gens qui sont comme nous, c'est tant mieux quelque part. Mais sauf que la réalité de ça, c'est qu'on perd une richesse dans l'altérité, par exemple. Et puis, quand on veut sortir de la norme, c'est plus compliqué. Parce que plus il y a d'altérité autour de vous, plus il y a de points de vue différents. Et moi, je le vois aujourd'hui dans les gens qui viennent à moi, ils me disent « C'est compliqué parce que je ne peux pas le dire à mes amis. » Je leur dis « Mais attendez, c'est pas une maladie vénérienne, le projet d'exode urbain, on peut quand même en parler entre copains. » Ben non, parce que la ville est un espace concurrentiel. Et que du coup, sortir du rang, c'est prendre le risque d'être jugé, d'être moqué. Ah, tu vas partir vivre à la campagne, tu vas élever des chefs, qu'est-ce que tu vas faire ? Et puis ton boulot, et puis machin, et puis truc. Et puis quand on est dans cette réflexion-là, c'est difficile, parce que c'est déjà un moment où nous, on accepte de déconstruire quelque chose d'important, quelque chose qui a un code social vraiment très dominant, quelque chose qui aussi a porté parfois les aspirations de nos parents pour nous. Parce que j'en vois beaucoup aussi des candidats à l'exode urbain qui me disent « Oui, mais ma mère et mon père, ils m'ont payé des bonnes études, ils espéraient que je fasse un truc dans ma vie. Si je leur dis que je vais devenir potière au fin fond du Larzac, ça risque d'être tendu. » Assurément. Assurément. Expliquer à la génération des baby-boomers qu'on ne veut plus de leur modèle de réussite, ça crée des tensions. Parfois. Je vois mon frère sourire là-bas. Oui, en fait, on est tous passés par là. Ça, c'est sûr. Mais ce qui est important de se dire, c'est qu'il y a différents niveaux de choses à déconstruire et qu'il faut juste en avoir conscience. C'est pas grave. C'est comme un processus. Vous savez, on dit, c'est comme le truc des alcooliques anonymes. Ils vous disent, au début, ça va être difficile d'en parler, après, ça va te manquer, puis après, ça sera plus un sujet, etc. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est le processus de sortir d'un schéma qui est très ancré en soi, qui est très ancré dans les autres, et d'y trouver son chemin un peu seul, c'est un processus qui n'est pas évident, mais qui est ultra enrichissant. Là, je vais prendre une autre métaphore, parce que dans les peurs, donc on parlait des peurs pratiques, des peurs de normes sociales, la dernière, c'est « je vais pas être capable ». Ça, c'est des trucs qu'on me dit tout le temps. Mais moi, je ne sais pas faire. Je ne sais pas couper du bois, je ne sais pas entretenir une baraque, je ne sais pas entretenir une bagnole, je ne sais pas... Je ne saurais pas être paysan, je ne saurais pas trouver des nouveaux clients dans un cadre, même pour des gens qui sont salariés ou qui sont indépendants. Oui, mais trouver des clients dans un cadre qui n'est pas mon cadre habituel, qui n'est pas mon réseau habituel, je ne sais pas, je ne suis pas sûre de savoir faire. Et ce niveau de peur-là est encore différent. Et là-dessus, je dis, ce que je dis souvent aux porteurs de projets, c'est ce qu'il y a à gagner, plus important que ce qu'il y a à perdre. Et c'est un processus d'apprentissage qui est tout à fait semblable à ce qu'on vit quand on est tout petit.
Alors, s'il y a des gens qui ont des enfants ici, ou des enfants d'amis, ou des neveux, ou des nièces, enfin bref, regardez un jour un enfant apprendre à marcher ou apprendre à faire du vélo. C'est assez fascinant. C'est-à-dire que ça fait quand même mal, hein, cette histoire-là. C'est quand même un processus d'apprentissage qui est très douloureux. Mais alors, il y a une excitation et une envie de faire les choses qui est presque fascinante. On se dit, mais quand ils ont du sang partout, à quel moment ils se disent c'est plus important de refaire du vélo que de se dire ah non, c'est pas fait pour moi, je suis pas à la hauteur du truc, écoute, je sais pas, je vais plutôt rester sur la trottinette. Non, ils veulent apprendre. Donc ils remontent sur le vélo, même avec les genoux en sang, même avec les larmes qui coulent encore, ils y retournent, ils y retournent, ils y retournent. Et puis si vous... Cette lumière-là, cette étoile dans les yeux, quand ils y arrivent, cette fierté de soi, puis ce truc de dire « Regarde, j'ai réussi !» Je crois que ça, on a oublié comme c'est bon. Parce que si vous faites une formation professionnelle à votre amélioration de process sur Excel ou je sais pas quoi, c'est pas le même... pas pareil, hein. Ça se vit pas pareil. Hein. Par contre, si vous faites un vrai choix de vie avec un vrai virage, et peut-être qu'il y a des gens qui l'ont fait d'autres manières ici, qui pourront en témoigner, vous vivez ça. C'est-à-dire à la fois un niveau d'énergie, d'excitation, d'envie, d'appétit qui fait que des fois vous vous réveillez à 5h du matin en vous disant « Ah, je vais faire ça, ça va être génial !» Et que cette énergie-là, elle a vraiment pas de prix, quoi. Et oui, ça fait mal, et oui, c'est difficile, et oui, il faut apprendre plein de choses, et oui, il faut aller voir des gens différents qui vont vous transmettre ces savoirs parce que à l'école, on vous a pas appris à couper du bois, on vous a pas appris à jardiner, on vous a pas rien appris d'utile, en vrai. C'est un peu dommage de s'en rendre compte quand on est bac+5, mais des fois ça arrive. Alors je vais quand même modérer mon propos. Ça vous sera toujours utile un jour, mais peut-être qu'il y avait des choses à apprendre avant. Et il n'est jamais trop tard pour les acquérir. Et en plus, les gens qui vous les transmettront, ce sera des gens qui vont tenir une place hyper riche et hyper forte dans votre vie. Donc voilà, c'est un truc qu'il faut savoir ouvrir et qui est absolument génial. Si vous avez ce capital bricole, jardin, etc. dans votre famille, bah c'est bien, parce que le papy, la mamie, le tonton dont vous allez vous rapprocher pour ça, il sera hyper fier de vous le transmettre. Et ce sera quelqu'un qui aussi prendra une place importante dans votre vie. Donc en fait, il ne faut en aucun cas le voir comme une difficulté. C'est une opportunité géniale de créer du lien, de créer du savoir, d'être fier de vous. Et oui, c'est difficile. Et là-dessus, les gens me disent « Ah oui, mais vos trucs, les photos, les machins... » Les gens disent « Ah, les gens vont penser que c'est trop facile. » À quel moment les gens pensent que si au bout de 10 ans, on se paye un SMIC et qu'entre deux, on a eu quand même des déboires moult, etc., c'est facile. Mais moi, je ne dis pas que c'est facile, hein. D'ailleurs, je donne jamais de conseils et les gens disent donnez-nous des conseils. Les journalistes, ils adorent ça. Donnez des conseils aux gens qui ont envie de se lancer. Mais moi, je donne pas des conseils. Tous les conseils qu'on m'a donnés, je les ai pas écoutés. Donc, je donne pas des conseils. Je pense que la première étape, c'est juste le partage d'expérience. Et le deuxième, c'est l'écoute. Parce que les gens qui viennent à la ferme ou qui m'envoient des messages, voilà, ils ont besoin d'avoir quelqu'un à qui exprimer ses inquiétudes et qui puisse leur dire « Ok, en fait, tu n'es point seul sur Terre. » Et il y a des étapes, et il y aura des étapes, mais voilà, moi, mon boulot, c'est de rassurer et de montrer que c'est possible. Et de montrer qu'à la clé de ça, au-delà de la difficulté parfois du processus, au-delà de tout ce que ça demande de déconstruire dans notre rapport à la consommation, au rythme de vie, à l'injonction à réussir, à l'injonction à aller plus vite, plus loin, plus fort, plus seul, plus avec des gens, mais alors à condition que ce soit des gens qui montrent bien que tu fais partie de l'élite, et voilà, peu importe dans l'espace dans lequel tu viens d'ailleurs. Lâcher avec ça, c'est quand même un peu vertigineux, quoi. On se dit, mais qu'est-ce qu'on aura si on lâche tout ? Qu'est-ce qui nous restera ? Et je pense que le gros enjeu aussi pour nous, les néo-ruraux, c'est de défendre ce qu'il y a quand on a tout laissé. Quand on a accepté de renoncer, parce qu'il y a une part de renoncement au fait d'abandonner la vie urbaine. C'est vrai. Mais ce n'est pas un renoncement d'abandon, c'est un renoncement de libération. C'est lâcher un sac qui pèse des tonnes sur les épaules et dont vous n'avez pas besoin. D'ailleurs, il y a des randonneurs qui disent ça, ils disent « Quand tu voyages, tu portes ta peur. » Parce que quand tu remplis ton sac à dos pour la randonnée, c'est si jamais il fait froid, si jamais j'ai faim, si jamais je me fais mal, si jamais ceci, si jamais cela. Bon, et bien là c'est pareil.
peut-être qu'on va être un peu à poil, peut-être que ça va être un peu difficile, peut-être qu'on va devoir apprendre beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'on risque ? Quel est le risque réel dans ce processus, en fait ? Et même s'il y a des échecs, parce qu'il y a des échecs, peu importe. Vous faites un projet collectif, vous partez à 8, il n'en reste que 3, bah, ça fait quand même un peu de perte en ligne. Vous partez seul pour faire un projet agricole, à la fin vous vous retrouvez ingénieur en informatique parce que finalement c'était le besoin sur votre territoire et que cette compétence-là vous pouviez y accéder. Il y aura eu de la perte en ligne par rapport au rêve de départ, mais c'est pas grave, peu importe. Je pense que ce qui est important, c'est être capable de se dire que oui, il y a un processus difficile, mais à la clé, il y a à la fois quelque chose de différent dans la projection de soi et surtout que vous allez contribuer. Et ça, je pense que c'est la transition vers ce qu'il va développer. Mais pour moi, l'exode urbain, ça n'est pas qu'un choix individuel. Je parlais en introduction de la part importante du rôle de l'imminence du changement climatique. J'ai appelé ce livre « Manifeste pour une ruralité positive », mais manifeste, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand je parle d'exode, c'est pareil. L'exode, c'est un mouvement massif. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus se projeter, même à 20 ans, dans les métropoles à haute densité comme celles qu'on connaît aujourd'hui. Je veux dire, les projections sur les pics de chaleur en été, sur les précipitations importantes, la vie va être simplement invivable dans les villes. Si tant est qu'elle le soit aujourd'hui, vivable, j'entends. Donc la réalité de ça, c'est que la promesse de l'exode rural, la ville c'est super, c'est la réussite, c'est le pognon, c'est machin. Aujourd'hui, les villes, c'est plus l'emploi, c'est pas vrai. Il y a plus d'emplois par actif en zone rurale qu'il y en a en zone urbaine. C'est plus l'abondance. Vous avez des salaires de dingo à Paris, ok, mais dans quelles conditions de vie vous vivez ? Parce que moi, si j'avais votre salaire... D'ailleurs, je n'y pense pas. Je n'ai pas envie d'avoir ce salaire. Je n'ai pas envie d'avoir le salaire que j'avais à l'époque où je passais 70 heures par semaine, pas physiquement au boulot, mais dans ma tête, en tout cas, c'était ça. J'ai plus envie d'avoir ce revenu. J'en ai pas besoin. Parce que le coût du foncier est tellement peu élevé que j'ai une qualité de vie incroyable pour un revenu très faible. La question de l'abandon, d'une certaine image de la réussite, c'est absolument pas... la question de l'abandon d'être riche. C'est être riche autrement. C'est réussir autrement. C'est peser en qualité de vie, en temps de vie, en état de santé, en lien aux autres. Et en fait, ça, personne n'en parle. Et je pense que c'est important aujourd'hui de porter ce message. Parce que la multitude de choix individuels qui vous amènera à cette qualité de vie, ça fait une révolution. Et Yves parle beaucoup d'effondrement. Je pense que de toute façon, il va aborder cette question après. Mais moi, j'aimerais vraiment que les gens ne partent pas de la ville seulement parce que c'est imminent et qu'à un moment, rester en ville ne sera plus possible. J'aimerais qu'ils partent parce qu'ils ont l'appétence de construire quelque chose. Et si la ville s'effondre, tant mieux. On sera tous de l'autre côté en train de regarder le truc tomber, en train de se dire, de toute façon, on n'en a plus besoin de cet outil-là, donc ça ne nous intéresse pas. On a construit autre chose. Et autre chose, ça veut dire un espace où on fait valoir plutôt l'autonomie que la dépendance, plutôt l'entraide que l'individualisme. Mais ce n'est pas un processus intellectuel. Quand vous habitez là où j'habite, si vous dites « Ah merde, j'aurais besoin de ce truc », ben, si je veux aller l'acheter, il faut que je fasse 20 bornes. Donc la réalité, c'est que je vais d'abord demander à mon voisin s'il n'en a pas un à me prêter, aller voir à la recyclerie ou au truc à bric-à-brac d'à côté de chez moi s'il n'y en a pas un d'occasion, regarder sur le bon coin s'il n'y a pas quelqu'un dans le village d'à côté qui en aurait un, et puis après, éventuellement, je vais prendre ma bagnole et je vais aller à Redon. La réalité, c'est que quand vous voyez les trucs zéro waste, machin, tout ça, ils vous font des petits tableaux sur la prise de décision. Si vous avez la possibilité pratique, c'est demander un processus intellectuel de le faire. Mais si c'est plus pratique de demander à votre voisin, à quel moment vous allez faire un acte politique en allant demander le truc à votre voisin ? Vous allez juste demander à votre voisin s'il peut vous prêter une tronçonneuse ou je ne sais quoi. Parce qu'en fait, c'est normal. Le truc, je parlais tout à l'heure des relations sociales dans un espace non marchand. Aller en ville, boire un coup dans un café, c'est super. Mais c'est pareil, vous allez boire un coup chez des copains, on sort le cidre qui vient d'être fait, on partage la tartinade ou le truc qui a été fait avec les légumes du jardin et tout ça. On n'est pas en train de se dire qu'on fait un acte révolutionnaire, on est en train de faire un apéro entre copains. Mais la réalité, c'est que ça passe pas par le supermarché, des grandes marques, l'agroalimentaire, et que, mine de rien,
Si on agglomère tous ces gens qui sont capables de produire une partie de leur alimentation, de se débrouiller, de réduire leurs besoins en énergie, de réduire leurs déplacements, parce que c'est pas vrai qu'en ville, vous vous déplacez pas beaucoup. Les gens ils me disent, oui, mais quand même, en ville, on est écolo parce qu'on se déplace pas beaucoup par rapport à vous. Mais les nombres, vous avez déjà vu sur le périph' le nombre de camions qui arrivent pour amener toute la bouffe, toutes les matières premières, tout ce dont vous avez besoin en centre urbain? C'est énorme. Donc la question de l'impact, elle est pensée avec des modèles des années 70, 80, 90. La question, c'est pas maintenir son niveau de vie et ses habitudes de consommation en zone rurale. Vous ne le ferez pas, parce que vous n'en aurez pas besoin. Et que la ville étant dans un espace d'injonction à consommer continu, si effectivement les gens consomment à la campagne comme ils consomment en ville, l'exode urbain, c'est pas une bonne opération écologique. Mais la réalité, c'est que ça n'est pas le cas. En ville, vous avez 80 messages publicitaires subis par jour. Moi, j'en ai 0. J'ai pas de télé et quand je me balade chez moi, il n'y a pas de panneau publicitaire, il n'y en a pas. Il n'y en a juste pas. Donc si j'ai vraiment besoin d'un truc, c'est pas parce que la société de consommation me l'a imposé, c'est juste parce qu'en fait, à un moment, j'avoue que la machine à laver, c'est pratique quand même. Bon, après, il contestera peut-être, mais non. Le lave-linge, c'est pratique quand même, le lave-linge. Ouais, je sais que Ruffin a dit que le sèche-linge, c'était de la merde, mais quand même, à un moment, moi j'habite en Bretagne. Hein. Donc, l'enjeu, il est là, c'est-à-dire le processus qui mène à l'exode urbain et le résultat ne passe pas forcément par la démarche intellectuelle, militante, écolo, en train de se dire je vais faire ça parce que je vais sauver la planète et tout ça. Non, en fait, à mon sens, elle passe avant tout, en tout cas ce qui fait les arbitrages, et je l'ai vu dans plein de copains qui étaient très militants comme nous au départ, ce qui fait qu'on choisit de partir vivre à la campagne ou pas, ça n'a rien à voir, mais rien à voir avec toutes les littératures et tout le reste qu'on peut lire. C'est un choix intime, c'est une rencontre, c'est une baraque, c'est un village, c'est des gens, c'est des copains qui sont partis et puis on a passé un week-end là et puis on a vécu un moment incroyable et en fait on se dit qu'à un moment c'est possible. Ce qui va faire le levier, et c'est pour ça que moi j'ai fait un livre qui est aussi un livre de témoignages, même si dedans j'amène des éléments factuels, mais je pense sincèrement que ce qui fera, si certains d'entre vous ont envie de sauter le pas, le moment de bascule, eh ben ce sera pas un processus intellectuel, mais c'est presque un processus émotionnel. Et que, par contre, il y a quelque chose de très politique et de foncièrement révolutionnaire à s'engager nombreuses et nombreux dans ce chemin. Parce que faire ça, vraiment, ça va changer les territoires. Donc je vais donner la parole à Yves, parce que dire qu'on va changer le monde, c'est bien. Mais se projeter, c'est important. Je dis qu'on ne peut pas rêver une vie... Enfin, on ne peut pas construire une vie nouvelle sans la rêver. Donc je vous enjoins chacun et chacune à commencer votre carnet de rêves dès maintenant et à écrire et à dessiner et à imaginer ce que pourrait être votre vie rurale. Mais pour vous aider, il y a quand même quelques éléments factuels de comment est-ce qu'on peut repenser les territoires. Parce qu'aujourd'hui, dire qu'on va s'éloigner de la ville et intégrer les espaces ruraux, c'est aussi lever plein de barrières et c'est aussi se projeter dans un schéma qui n'existe pas. Le retour à la terre. On dit sur c'est le retour à la terre, les chefs dans le Larzac et tout ça. Il n'y a pas de retour possible dans le monde d'avant, d'aucune manière. Celui d'avant l'exode rural ou celui d'avant le changement climatique. Les gens qui pensent que retourner vivre à la campagne, c'est retrouver la Bretagne de votre grand-mère qui arrivait en boutoucouette à la gare Montparnasse, non. Non, les campagnes, elles ont été modifiées. Elles sont des outils de production industrielle. Il y a des agriculteurs, et des agriculteurs pas au sens où moi je vis mon métier. Et en fait, la campagne a changé. Il y a vraiment tout à reconstruire. C'est pas seulement se dire on abandonne la ville et on récupère les territoires comme ils étaient avant et on réinvestit les villages et tout va fonctionner tout simplement. Non, on a tout à reconstruire. Et pour pouvoir se projeter dans cet espace, il faut un espace de réflexion et un espace de prospective qui est celui que mène la Fondation Momentum et qui est celui en tout cas moi celui que je pense désirable, qui est celui des biorégions. Et voilà, Yves, est-ce que tu veux bien nous expliquer un peu de quoi il s'agit plus précisément, s'il te plaît? Merci beaucoup Claire et bonsoir à toutes et à tous. Je pense que non seulement le titre, Exode urbain, mais aussi le sous-titre et le contenu du livre de Claire
sont un projet politique au sens noble du terme, c'est-à-dire pour changer l'espace et les relations humaines de tous ordres, aussi bien économiques que sociaux que écologiques. Alors même si elle l'apprennent par le biais, par l'angle du vécu, il y a quand même beaucoup aussi de réflexion d'une personne qui a été dans différents espaces, précisément de réflexion, voire de décision politique. Et donc, exode urbain, il y a beaucoup de raisons pour ça, outre celle qu'a développée Claire. Et la première que je vois, il y en a d'autres, c'est que, en effet, les villes deviennent invivables et le seront de plus en plus. Donc, l'attractivité passée des villes est du passé. On peut prendre pour cela un critère écologique, bien connu sans doute, je vais vous faire la leçon, c'est le critère de ce qu'on appelle l'empreinte écologique. L'empreinte écologique, vous savez, c'est mesuré en surface, en hectares. C'est ce dont a besoin un territoire avec ses habitants pour extraire de la nature toute la consommation désirable pour vivre dans de bonnes conditions et retourner à la nature les déchets de l'après-consommation. Eh bien, quand on regarde un territoire comme celui de l'Île-de-France, pire encore, bien sûr, la ville de Paris, la surface dite empreinte écologique de ces territoires-là est 10 fois, 50 fois, 100 fois plus grande que son propre territoire. Et ça ne va pas, parce que ça veut dire qu'on emprunte des hectares fantômes à d'autres personnes, à d'autres territoires, pour, d'une certaine manière, être des prédateurs urbains de grande richesse et tout faire venir chez nous, à la ville, pour en profiter. Il n'est que d'ailleurs, en effet, fréquenter quelques mini-markets ou supermarchés, même à Paris, hein, les carrefours, les monoprix, et tout ce que vous voulez, et vous avez, hiver comme été, à peu près tous les mêmes produits, sans considération écologique du tout. C'est-à-dire, vous avez toujours, quelle que soit la saison, des bananes, des ananas, voire même, quelquefois, des cerises et des fraises. Tout ça est parfaitement scandaleux, et c'est invivable, à la fois du point de vue moral, du point de vue éthique, on pourrait dire, mais aussi du point de vue économique et écologique. Donc l'empreinte écologique de ces conurbations, de ces métropoles, comme on dit maintenant, par exemple l'immense bêtise qu'on est en train de faire, qui à mon avis n'adviendra pas, mais enfin on en parlera si vous voulez à la fin, c'est le Grand Paris, où avec les rêves et les fantasmes que le Grand Paris, eh bien ça va être en concurrence avec New York, avec Tokyo, et avec Glasgow, et avec les Chinois. C'est une idiotie. Quand on est écologiste, on commence d'abord par regarder là où on est, et là où on est, c'est un contexte local, forcément géographique, écologique, social et économique aussi. Et on voit bien que là où on est, à Paris, ou même en Île-de-France, c'est invivable, pas simplement pour soi, avec les nuisances, disons, qui ont été évoquées par Claire, mais simplement parce qu'on est un spoliateur d'autres personnes qui vivent pas du tout comme les Parisiens ou les Franciliens. Mais pas du tout, du tout. Il faut bien voir que des gens qui vivent à peu près comme, disons, le Parisien ou le Francilien moyen, il y en a peut-être 2 milliards. Mais il en reste 5,5 milliards qui ne vivent pas du tout comme nous. Par exemple, au point de vue de l'alimentation, ils ne vont pas chercher des yaourts ou des bananes qui font des milliers de kilomètres pour arriver sur votre table. Ils vivent de manière un peu plus locale, voire localiste parfois, on pourra en reparler, du repliement. Et là, il faut bien faire attention à l'aspect réactionnaire que peut avoir quelquefois ce, entre guillemets, retour à la terre. Mais c'est des gens qui vivent dans des conditions où ils n'ont pas les moyens, évidemment, de s'alimenter dans des grandes surfaces comme Carrefour. Et ils n'ont pas non plus les moyens, par exemple, d'avoir une mobilité, fût-elle douce. Ou plus exactement, leur mobilité est douce par manque de possibilité de faire autre chose que de faire de la marche à pied ou du vélo. Le fait que le Français moyen fait 14 000 km par an avec sa bagnole, c'est un privilège. Il est partagé, je vous dis, peut-être par 1,5 milliard ou 2 milliards de personnes, pas du tout par les 5,5 milliards du reste qui habitent en Afrique, qui habitent dans les steppes de l'Asie centrale ou en Amérique du Sud ou ailleurs. Et donc il faut relativiser quand même le fait que ce confort urbain, qui a l'impression d'être à la pointe de la civilisation, est impossible à généraliser à l'échelle planétaire. Il y a en effet un phénomène plus ou moins lent, plus ou moins rapide de conurbation, même dans des pays, disons, moins, moins thermo-industriels que le nôtre. On le voit dans les favelas, par exemple,
au Brésil ou dans d'autres conurbations où ce sont plutôt, en effet, disons, des espaces pauvres qui s'autoconstruisent par leurs habitants, mais dans quelles conditions? On a vu récemment d'ailleurs un reportage à Johannesburg. Moi j'étais à Johannesburg en 2002 au moment du sommet de la Terre, là où Chirac avait prononcé quelques paroles qui lui avaient été glissées par Nicolas Hulot. Johannesburg, c'est évidemment un grand centre mondialisé, comme nous. Mais il faut voir la qualité de vie dans certains quartiers, et même dans la plupart des quartiers. C'est une ville extrêmement dangereuse, où les gens sont pauvres, non seulement en la qualité de la vie au sens matériel du terme, mais même aussi où la peur domine plus que le fait qu'on va aller choisir un spectacle pour la soirée. Et donc, c'est difficile. Alors, je veux dire donc un premier mot d'ordre, le mot d'ordre principal de Claire, c'est-à-dire l'exode urbain, doit être à la pointe, finalement, des programmes politiques, qu'ils soient régionaux, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient européens. Alors, si vous dites ça à nos gouvernants actuels, ils vont dire ça va pas, c'est pas du tout. Vous dites ça au Premier ministre ou à Macron, on va dire mais non, c'est pas du tout ça. Il faut au contraire faire le grand pari. Vous savez, on est dans une compétition internationale. Si vous cédez sur un point, eh bien vous ne serez plus compétitif. Et à ce moment-là, vous allez perdre quoi? Perdre évidemment de l'empreinte écologique, c'est-à-dire de l'impact sur les milieux, de l'impact qui maintenant est tellement fort qu'on peut dire qu'on est rentré dans une nouvelle ère. Alors je vais le dire, on en parlait avec Claire tout à l'heure, l'ère qu'on appelle de l'Anthropocène. Auparavant, on est dans l'Holocène, qui est une sorte d'ère interglaciaire depuis à peu près 11 ou 12 000 ans. Et le climat a peu changé depuis 11 ou 12 000 ans, mais maintenant, pas simplement le climat, mais enfin le climat change beaucoup à cause de l'activité de l'humanité. Alors, pas toute l'humanité, hein, bien entendu, il y a un côté social et inégalitaire là-dedans, mais essentiellement des riches, ils ont des 2 milliards de personnes dont on fait partie. Eh bien, à cause du mode de vie de ces gens-là, nous y compris, la Terre n'en peut plus, quoi. Et on commence à voir ce que certains appellent la revanche de Gaïa. Gaïa étant considérée comme la Terre, mais la Terre en tant que... C'est une métaphore, en tant qu'être vivant. Elle n'est pas un être vivant au sens organique du terme, mais c'est un être quand même qui a des réactions, puisqu'il y a des tas de grands cycles, les grands cycles physico-biologiques, hein, le cycle de l'eau, le plus grand, le cycle du carbone, le cycle du phosphore, le cycle de l'azote, et maintenant le cycle des activités humaines. Et ces activités humaines, on voit sur la déforestation, ou bien quelques pics de chaleur, quelques ouragans, etc., mais on le verra de plus en plus, ça va devenir de plus en plus violent et de plus en plus fréquent. Et donc le mode de vie urbain, qui est le principal vecteur de ce type de changement sur les écosystèmes, sur l'écosphère elle-même, est dû à nos activités, à notre mode de vie. Et donc, d'une certaine manière, ce n'est pas à choisir. On est obligé de choisir de ne plus vivre comme ça. Sinon, ça deviendra invivable. Alors, quand je dis ça à Anne Hidalgo, elle dit « Oh non, mais t'es pessimiste quand même à Paris. » Non, on ne pourra plus vivre à Paris en 2035. Il faut donc, alors non pas fuir les villes, mais préparer de manière la plus planifiée, éventuellement, en tout cas démocratique possible, l'exode urbain massif. Ce n'est pas simplement, comme le montre très bien et de manière... Moi, je suis en admiration devant Claire. Admiration obligatoire. Mais bien sûr que si. Mais tu es, disons, à l'avant-garde du vrai progrès et de la vraie vie. Alors, bon, il faut faire attention non plus aussi à ne pas hypostasier la vie rurale. Hein. Parfois, c'est chiant entre nous. Moi, je vis localement à la campagne depuis 14 ans. Bon, c'est pas drôle tous les jours, mais enfin, à choisir, c'est quand même mieux globalement. Quand on regarde à la fois critère par critère, notamment l'empreinte écologique, mais aussi les autres critères qui sont plutôt des critères, en effet, de relations humaines en général. Bon, ça, c'est une première chose. Et c'est également, disons, instillé dans le livre, même si elle n'en parle pas parce qu'elle ne veut pas braquer peut-être ses lecteurs et ses lectrices, mais moi j'en parle très simplement parce que je suis un objecteur de croissance. Cette décroissance qu'on voit maintenant, j'en parlerai tout à l'heure, avec la Covid-19, cette décroissance maintenant, elle n'est plus, est-ce qu'on va retrouver la croissance à 3 ou 4,5% comme on avait dans les années 60 ou dans les années 80 ? Mais c'est fini définitivement. On ne retrouvera plus la croissance. Et d'ailleurs, la croissance, avec tous ses inconvénients, a été aussi un des fantasmes
de cette urbanité thermo-industrielle qui fait qu'on en est là maintenant et que la Terre se meurt, les milieux se meurent, pas simplement le changement climatique, le dérèglement climatique, mais aussi la perte de biodiversité et toutes les pollutions, je vous en passe, et les meilleures. Bon. Et donc, il faut organiser la décroissance. Et une des manières, une des modalités de cette organisation, c'est d'essayer de voir comment on peut, progressivement, mais assez rapidement, parce qu'on est quand même un peu dans le compte à rebours, on n'est pas dans une société rêvée en 2050, on est maintenant devant quelque chose de très imminent, hein, une catastrophe. C'est pas la crise, c'est le compte à rebours devant, alors je vais prononcer le mot parce que devant l'effondrement. L'effondrement, c'est quelque chose qui est mondial, qui est systémique. Ça n'est pas Fukushima, ça n'est pas simplement une pollution ponctuelle de laquelle on peut se remettre. C'est quelque chose qui, par effet de domino, peut éventuellement arrêter partout le mode de vie thermo-industriel, y compris, et d'abord d'ailleurs, dans les villes et dans les pays qui jouissent comme des nababs de cette profusion, disons, on pourrait dire, de cette profusion énergétique et alimentaire, de cette profusion matérielle et de cette dissipation d'entropie qui est tout à fait catastrophique pour l'humanité elle-même et pour les milieux. Alors, si on ne veut pas que ça soit trop cruel, il faut vraiment y penser maintenant comme le mot d'ordre principal dont la mise en œuvre serait précisément l'exode urbain. Bon, on a produit dans l'Institut, c'est pas la fondation Momentum, c'est l'Institut Momentum, on a produit quelques rapports, notamment sur l'Île-de-France, pour dire que cette Île-de-France devrait, alors évidemment, c'est pas un mot d'ordre pol-potien, si vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas des maoïstes forcenés pour dire, bon, tout le monde à la campagne et puis vous n'avez pas à réfléchir. Hein. Non, non, il faut quand même évidemment que ça soit d'abord démocratique. Mais il faut le mettre à l'ordre du jour. Or, je vois que les grands débats, il y a eu des grands débats après le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu un grand débat sur transition écologique, transition énergétique, avec la loi de Ségolène Royal d'il y a 5 ans. Bon, et tout ça est vain, tout ça est petit, tout ça n'est pas à la hauteur et à l'ambition de ce qu'il faut faire. Il faut être maintenant saisi par le tremblement qui nous attend et qui risque d'être vraiment cruel et même mortel, létal pour la plupart d'entre nous. Et donc, on voit que, par exemple, certains disent la crise de la Covid-21, bon, on va arriver avec des traitements, voire avec des vaccins, et puis le monde d'après, en 2021, 2022, eh bien, on va revenir, peut-être que beaucoup de choses auront changé, mais on va revenir quand même, par exemple, à un monde de croissance fait de 3 piliers bien connus, qui sont les piliers d'ailleurs que chérissent la gauche, la vieille gauche traditionnelle, et la droite traditionnelle aussi, hein, qui sont plus de croissance, plus de marché, plus de technologie. Et plus on va vers la croissance, le marché, la technologie, et plus au contraire, on a un espèce d'élan vers le pire, quoi. Il faut bien voir que ce n'est pas ça du tout la solution. Or, c'est celle que donnent à la fois tous les conseils européens tous les 6 mois, lorsqu'ils se réunissent, et que donnent tous les gouvernements européens, que ce soit celui de M. Macron, Mme Merkel ou d'autres gouvernements. Hein. Il y a donc un aveuglement intellectuel et politique sur ce qu'il faut faire. Ce n'est pas simplement analyser le monde, mais faire aussi, transformer le monde, un peu à la manière de Marx. Hein. Il faut évidemment le penser d'abord, bien analyser, avec des vraies lunettes. Et les lunettes sont des lunettes, moi je dirais, écolo-solidaires. Si vous n'avez pas ces lunettes-là, vous êtes sûr de vous tromper. Et actuellement, 99% des gouvernements se trompent parce qu'ils ont des mauvaises lunettes. Encore une fois, c'est les lunettes, les vieilles sornettes, les vieux fantasmes de la croissance, de la technologie et du marché. On le voit avec Elon Musk et ses stupidités, enfin bref, j'en passe. Alors, si on veut reprendre espoir, eh bien, il faut essayer de trouver, à la fois de manière individuelle dans les villages, comme à Sixte-sur-Affe, là où habite Claire, mais aussi dans des communautés plus grandes, il y a déjà des possibilités de voir comment des gens ont choisi de ne pas vivre par les 3 mots d'ordre que je viens de dire, mais au contraire, dans une certaine forme de sobriété volontaire, de frugalité heureuse. On le voit bien sûr avec Notre-Dame-des-Landes et les zadistes, hein, qui, quelques centaines de personnes, ont résisté à une bêtise qui était l'aéroport, qui finalement, on a eu une victoire quand même sur la non-construction de l'aéroport, mais on le voit aussi, et là la victoire n'est pas tout à fait encore acquise, au nord de Paris, là dans le Val d'Oise, vous avez
le projet qui maintenant, en principe, est terminé, le Europa City, vous en avez entendu parler, hein, qui est dans le triangle de Gonesse, là, où il y a quelques centaines d'hectares qu'on voulait transformer en espèce de grand centre commercial et de loisirs totalement stupide. Ça devait être le plus grand centre européen à la fois de commerce et de loisirs. Pour le moment, c'est suspendu, voire arrêté, mais enfin, les capitalistes sont toujours là pour dire qu'on pourra le refaire. Donc, il y a vraiment en Ile-de-France, pour ceux qui veulent militer, eh bien, investissez-vous dans les gens qui sont opposés à l'aménagement du triangle de Gonesse sous la forme de ce qu'on appelait Europa City. Il y a des tas d'associations locales et même nationales, notamment je pense au projet Karma, qui est un projet à la fois d'urbanistes et d'architectes, pour essayer de transformer le triangle de Gonesse en une espèce d'exemple de vivre ensemble de manière, on pourrait dire, solidaire, écologique, durable, mais pas avec des high-tech, mais au contraire avec des low-tech. Le progrès, ça n'est pas d'avoir de la haute technologie, de l'intelligence artificielle et des voitures autonomes, ça n'existera d'ailleurs jamais, ni même des voitures électriques. Je vois qu'on a annoncé hier, vous savez, 100 milliards d'euros pour la relance. La relance, France relance. Hashtag France relance. Alors c'est presque que des bêtises. Et notamment, ils veulent faire des voitures à hydrogène. Ah, c'est l'hydrogène parce que les Allemands le font. C'est totalement stupide. D'un point de vue thermodynamique, pour les gens qui aiment ça, ça ne marchera jamais. Bien sûr, on peut faire de l'hydrogène. D'ailleurs, la grande société cotée au 440, la Air Liquide, fait de l'hydrogène depuis un siècle. Ce n'est pas le problème. On sait faire de l'hydrogène. Mais ce qu'on appelle en anglais ROI, c'est-à-dire le retour énergétique sur l'investissement énergétique de la fabrication d'hydrogène, car l'hydrogène n'existe pas dans la nature sous la forme utilisable immédiatement. Il faut donc, d'une certaine manière, avoir un processus de fabrication qui est très cher, très dangereux et très impactant au point de vue de l'environnement. En plus, du point de vue de ce rendement thermodynamique global, c'est nul par rapport à ce qu'est, et je ne plaide pas pour ça bien sûr, à ce qu'est le nucléaire ou le pétrole. L'hydrogène, c'est nul, quoi. C'est vraiment la mauvaise manière de faire de l'énergie. Bon. Et pourtant, je vois que le gouvernement français, hier encore, disait « Ouais, la filière hydrogène, on va donner des milliards là-dedans parce que les Allemands vont mettre 10 milliards. » Ça n'existera jamais. Donc on voit bien que politiquement, il y a des choix qui sont des choix très conséquents en matière de création d'emplois comme en matière d'investissement, qui sont des choix actuellement stupides. C'est vraiment le monde d'avant qui croit qu'il peut encore durer. Eh bien non, la fête est finie, il faut le savoir. On peut créer une autre fête, mais ça sera une fête des low-tech, de la simplicité et de la vie bonne. Et la vie bonne, c'est pas d'avoir une troisième Ferrari quand vous en avez déjà deux. La vie bonne, c'est Mozart, c'est les arts, c'est l'expression corporelle, c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est le syndicalisme, c'est l'engagement associatif, c'est l'engagement dans la permaculture, dans l'agriculture biologique. C'est là où on retrouve des plaisirs extrêmement forts. On peut avoir, j'allais dire des orgasmes, j'exagère un petit peu, en faisant des plantes médicinales. Je peux pas, c'est pas une question à Claire. Bref, je crois qu'il faut vraiment changer de paradigme et abandonner les vieilles lunes que sont le productivisme, le capitalisme libéral, et voir qu'un autre monde est possible, mais vraiment en enlevant toutes les toiles d'araignée qu'on nous a apprises à l'école, que sont donc l'escalade technologique, le marché et la croissance. Et je souhaite, puisque ceci est un discours d'une certaine manière politique, eh bien que nombre d'entre vous, pas simplement par nos témoignages aujourd'hui, mais ça, il ne faut jamais être seul. Hein. Ne faites pas ça seul, faites ça en groupe, avec des amis, avec une association, avec des gens que vous connaissez. Il y a des tas de réseaux qui existent et qui vous permettent de rencontrer des gens, et faites un projet collectif pour aller reconquérir des terres en milieu rural, et vous serez plus heureux. Alors, oui, il est vrai que j'ai oublié le concept de biorégion. Bon, quelques mots là-dessus. Le concept de biorégion a été inventé par, disons, des géographes californiens ou italiens, voilà une trentaine, une quarantaine d'années. Et l'idée était que les États, les régions actuelles, même les villes, sont quand même plus des institutions politiques qui ont été décidées par des rapports de force entre humains, entre groupes, voire par des guerres, mais pas du tout en tenant compte, on peut dire, de l'écosystème local dans lequel on vivait.
Et c'est pourquoi, évidemment, on a fait des bêtises avec les grandes villes. Hein, les grandes villes. On peut pas, une grande ville ne peut pas être une écorégion, une biorégion. C'est pas la même chose des écorégions. Donc une biorégion, c'est de regarder, de prendre tous les critères. C'est du local. C'est du local au sens que ça peut être en France une sorte de canton, par exemple, mais ça peut être plus grand qu'un canton. Je vais citer une biorégion tout à fait remarquable. J'ai cité tout à l'heure la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il y en a une autre qui, hélas, est en train d'être massacrée par les Turcs et par les Syriens. C'est la biorégion dite du Rojava, qui est au nord de la Syrie, qui est une bande de terre là où il y a à peu près 3,5 millions d'habitants. Et ils ont fait une confédération de villages, sous l'égide d'ailleurs des idées extrêmement intéressantes, disons du communalisme municipal et du localisme libertaire de Murray Bookchin. Je ne sais pas si vous connaissez ce penseur biorégionaliste lui aussi. Et ça marche très bien. Ça a marché, disons, de 2013 jusqu'au début de cette année. Et alors, c'est peuplé, évidemment. Bien sûr, c'est des Kurdes. Mais il n'y a pas que des Kurdes. Il y a aussi il y a des Juifs, il y a des Turcs, il y a des Iraniens, il y a des Syriens, il y a même des Assyro-Babyloniens, il y a tout le monde. Et ils ont vécu pendant 7 ans en parfaite, disons... alors, c'est complètement paritaire, hein, mais paritaire strict. Hein, c'est très, très strict. Et ça marche bien. Ils font de l'agriculture biologique et ils font leur propre police. La police est gérée. Il n'y a pas de police professionnelle, sauf pour défendre le territoire, car ils sont attaqués évidemment soit par les terroristes, soit par Bachar, soit par les Turcs, et actuellement ils sont dans une situation dramatique. Mais ils ont fait quand même pendant 7 ans ce qu'on peut appeler une biorégion. Donc si vous avez l'occasion de vous informer sur la biorégion du Rojava, eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Il y en a d'autres, évidemment, en Inde, par exemple, là, dans le sud-ouest de l'Inde. Bon, je veux pas... Et donc, c'est un mélange de critères écologiques. Quelle est la qualité du sol? Quel est le pH du sol? Est-ce que, au point de vue microbiologique, mon sol, est-ce qu'il est fertile ou pas? Quels sont les arbres de ma région? Quels sont les vents? Quel est l'ensoleillement? Quelles sont, évidemment, les richesses humaine qu'il y a là, quelle est même la tradition éventuellement. Et avec ça, vous faites une biorégion qui tient compte de tous ces critères, pas simplement des critères politiques, mais des critères, disons, sociaux, écolos, géologiques. Et ça peut marcher dans la mesure où on aime, parce qu'il y a une question évidemment d'amour là-dedans, on aime être ancré quelque part dans un territoire, non pas parce que c'est notre territoire, puis nous on est des Bretons, hein, on a toutes les celtitudes possibles. Non, c'est pas ça. Et d'ailleurs, pour terminer sur un mot poétique, comme le montre très bien dans son livre notre amie Claire, l'universel, c'est le local, moins les murs. Merci beaucoup Yves. Oui, donc du coup, cette idée, c'est qu'un territoire, c'est à la fois un espace géographique, un bassin, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un bassin de vie. C'était un peu l'esprit de la réforme des pays à une époque, de dire que les découpages administratifs sont complètement has-been. Un département, ça fait la surface que ça fait parce qu'il fallait qu'on puisse faire à cheval, en une journée, la limite entre la frontière du département et la sous-préfecture la plus proche. Enfin, voilà, donc c'est un truc napoléonien, c'est absurde, on ne peut pas découper les territoires aujourd'hui de cette manière-là, et donc repenser notre vie dans les espaces ruraux, c'est aussi réimaginer le rapport avec des territoires. D'ailleurs, quand on dit je pars vivre à la campagne, il n'y a pas la campagne, il y a plein de campagnes différentes, il y a plein d'histoires de ces territoires ruraux, il y a plein de rapports entre les gens différents, donc voilà, on a tout un tas de choses à reconstruire, et la perspective de la biorégion, c'est justement d'intégrer tous les facteurs dans la façon dont on dessine et dont on imagine un territoire. Et je pense que ça, c'est vraiment, pour le coup... on est vraiment à l'aube de ce schéma de réflexion et de ce schéma de reconstruction. Mais l'exode urbain, s'il a lieu, nécessitera de repenser cette relation au territoire et nécessitera de pouvoir se projeter à nous. Alors, est-ce que vous avez des questions ou des témoignages d'ailleurs? Enfin, en fait, l'idée c'est que bon, il y a une scène et tout ça, on parle longtemps. Mais en vrai, nous, on est plutôt des adeptes des espaces forums et tout ça. Donc, le micro est là pour vous. Peut-être vous pouvez
nous poser une question et on peut y répondre si on n'a pas été très clair sur certains trucs, et on sera très heureux de le faire. Peut-être vous pouvez nous opposer des arguments contre parce que ça vous parle pas, ça vous plaît pas, il y a quelque chose qui manque dans notre déroulé, et ce sera très bien. Et peut-être vous pouvez aussi témoigner de où vous en êtes, si vous en avez envie, si vous avez envie de poser des mots ici dans un espace qui sera, je vous l'assure, bienveillant par rapport au chemin où vous en êtes par rapport à ça, même si vous en êtes encore très loin, en fait, peu importe. Je vous invite. Alors c'est Covid, alors il faut se lever, venir au micro, garder le masque. Et le monsieur là-bas à la console va gérer pour qu'on vous entende bien. Et je vous assure, on va vous s'ouvrir à travers le masque. Voilà. Et si vous voulez bien vous présenter, vous donnez au moins votre prénom, enfin comme vous voulez. Vous pouvez me donner un pseudo. Vous pouvez être Camille ici si vous voulez, il n'y a pas de problème. Je suis anonyme. Non. Corentin, bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense qu'on a encore l'impression que vous mettez en opposition quand même la ville et la campagne, ce qui est le cas forcément aujourd'hui. Et juste la question, c'est est-ce que vous ne pensez pas que les travers de la vie urbaine s'exporteront à la campagne quand les publicitaires se rendront compte que l'exode arrive bel et bien? Alors, c'est une très bonne question. À la fois, c'est une double question. Je vais faire la double réponse. La première, c'est l'opposition ville-campagne. Oui, je fais une opposition ville-campagne. Au début, je me disais, ah non, il ne faut pas dire ça et tout ça. La ville domine la campagne depuis des millénaires. L'idée de la ruralité positive, c'est aussi une réaffirmation. C'est quelque chose qui est très ancré. Je parlais tout à l'heure de la petite musique de l'exode rural, mais un citoyen, par définition, par étymologie, c'est celui qui vit dans la cité. Déjà dans les cités athéniennes, c'était le cas, c'est-à-dire celui qui vit dans la cité et qui en tire un droit à la décision politique. C'est historique, ce rapport de la ville, qui est un espace de pouvoir, et de la campagne, qui est un espace de domination, de servage. Et prendre la parole depuis les territoires ruraux pour affirmer la position, la juste position de la ruralité par rapport à l'urbanité, c'est nécessairement se poser en opposition, parce que c'est tenir une parole de dominé. Et en fait, on ne peut pas l'extraire. C'est-à-dire, je peux arrondir les angles, je peux mettre toutes les jolies photos fleuries qu'on veut, mais à un moment, quand je parle en tant que rural, nécessairement, je parle en tant que dominé, je m'adresse à un dominant et je conteste ses codes. Donc, je m'oppose. Et en fait, je l'assume parfaitement. Après, j'ai choisi mon style. Le livre, il est né dans un contexte particulier. C'est-à-dire que le moment où j'ai commencé à faire naître cette réflexion, c'est pas les gilets jaunes, c'est pas le Covid, c'est les gilets jaunes. Moi, je suis écolo, je vis à la campagne. Autour de moi, il y a plein d'alternobitniks, trucs-muches. Donc, je vis dans un petit paradis néo-rural. Mais il y a plein de chasseurs, il y a de la diversité. Mais j'avoue que je suis quand même plutôt dans un espace confortable. Quand les gilets jaunes sont apparus, c'était très difficile pour moi. Voilà, par exemple, ma fille est à l'école publique. Bon, pour ceux qui connaissent un peu la Bretagne, dans mon village, il y a 200 enfants à l'école privée, 50 à l'école publique. Donc l'école publique, c'est 50% de parents alternaux, militants, machin, qui disent c'est bien, service public, machin truc, et 50% de gens qui sont plutôt des précaires, plutôt des gens un peu en difficulté sociale, etc., qui n'ont pas les moyens de mettre les enfants dans le privé. Donc à l'école, quand je suis arrivée le premier week-end des Gilets jaunes pour déposer ma fille à l'école, tous les parents d'élèves qui étaient plutôt issus des classes populaires et plutôt précaires, ils avaient le gilet jaune sur le pare-brise. Alors moi, le truc contre la taxe gasoil, je pouvais pas adhérer, quoi. Et en même temps, quand j'ai vu à la fois leurs sentiments qui étaient très partagés, il n'y avait pas de doute, c'était la première fois que j'entendais ces mères de famille parler de politique. La première fois, alors que tous les matins, elles sont là à fumer des clopes devant l'école, de la pluie, du beau temps, de la télé. La première fois que je les entendais parler de politique. Et, en fait, la réaction des élites urbaines par rapport à ce mouvement qui était un mouvement des périphéries m'a donné vraiment la gerbe. Et je me suis dit à un moment, c'est pas possible. Donc, moi, mon mode d'expression, c'est pas celui-là. Clairement, je me sens pas ni légitime, ni c'est pas mon chemin de combat d'aller cramer des voitures de keufs dans des quartiers bourgeois. Mais pourtant, je comprends cette colère, je l'entends. Et en fait, j'ai peut-être choisi mon style, mais il est clair et net que quand je porte un discours sur la ruralité, sur une affirmation positive de la ruralité, et c'est pour ça que j'utilise le terme de rural pride, parce que c'est aussi pour associer cette lutte-là à toutes les luttes d'affirmation d'identité d'une manière positive et d'une manière inclusive.
Donc ce volet-là, je pense qu'il est nécessaire, et je pense que systématiquement, quand les gens des villes me disent « oui, mais tout le monde en ville », oui, je pense à chaque fois, ça me fait « not all men ». Dans mon schéma, je vois bien comment ça se passe dans tous les mouvements d'affirmation où on va dire « oui, mais non, il ne faut pas dire ça, c'est pas pour tout le monde ». Si, en fait, c'est pour tout le monde, parce que l'exception confirme la règle. Et ça, c'est dans tous les schémas de domination, c'est le cas. C'est-à-dire que c'est pas parce que y a des gens qui ne sont pas racistes ou qui ne sont pas anti-ruraux, ou voilà, que ce schéma de domination-là n'existe pas. Donc je ne peux pas l'écarter, et en tout cas ma position depuis mon point de vue rural, c'est d'affirmer ça. Et après, la deuxième partie de votre question, qu'est-ce qu'on fait? Attendez, est-ce que vous pouvez me reformuler le... Oui, donc en gros, oui, que... est-ce que vous ne pensez pas que les publicitaires se tourneront vers la campagne quand ils se rendront compte que... C'est ça. Est-ce que la campagne va s'urbaniser? Voilà, Donc, c'est ça. est-ce qu'en transposant les humains des villes dans les campagnes, on ne va pas faire des villes à la campagne? Alors c'est une vraie question, et c'est pour ça que quand je parle d'exode urbain, je parle d'un schéma global de choix de vie, et pas juste d'un schéma de transposition géographique. Clairement, pour moi, d'ailleurs, c'est pour ça que je ne donne pas de chiffres de l'exode urbain aujourd'hui, parce que les géographes, ils considèrent que l'exode urbain, c'est le fait de partir du centre urbain et d'aller ailleurs. Donc la métropolisation, le fait d'avoir un étalement urbain autour des villes, parce qu'on n'a plus les moyens de vivre dans les centres-villes, et que du coup, on aimerait bien vivre dans le centre-ville, mais on ne peut pas, parce qu'on a eu des enfants et qu'on ne veut pas vivre dans 25 mètres carrés, donc on va en première périphérie, voire en deuxième couronne, mais on garde les mêmes modes de vie, on ne fait pas un choix de vie. En fait, on fait juste un choix de localisation géographique. Et donc, pour moi, ça, c'est la même chose que le choix contraint de la vie urbaine. Pour moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est que le choix d'une vie rurale, ce soit un vrai choix. C'est-à-dire qu'on ait envie de se projeter. Et ça, c'est vraiment un truc c'est une grosse inquiétude des ruraux accueillants. C'est à la fois le clientélisme des urbains, c'est-à-dire les gens qui arrivent et qui disent « ouais, alors il n'y a pas le sport pour les enfants, et puis c'est loin la musique, et puis bah ouais, mais il n'y a qu'un seul supermarché, il n'y a pas de Biocoop, machin ». Ça, c'est pas possible, quoi. On ne peut pas consommer un territoire. Mais après, je pense que ceux-là, c'est ceux qui sautent pas le pas. Hein. Parce que moi, ce que je vois dans mes territoires, et d'ailleurs, c'était hyper chouette quand on a fait la table ronde, donc on a fait le lancement du livre à la campagne d'abord, hein, désolé, voilà, primauté au local. Et il y avait des jeunes qui témoignaient de pourquoi ils avaient choisi de vivre par chez nous, là. Et puis, en fait, ils avaient coché aucune case. C'est-à-dire, ils s'étaient pas dit, faut qu'il y ait l'école, faut qu'il y ait machin, faut que ces trucs. Ils se disaient, ah, c'est beau, j'adore cet endroit, c'est pour ça que j'ai envie de poser mes valises là. Et en fait, je pense que, très sincèrement, c'est ça qui doit animer un choix. Et qu'à partir du moment où on fait un choix de vie rurale, si on va vivre à la campagne pour ça, pour cette qualité de vie, pour ce rythme de vie différent, pour ce rapport différent au vivant, à l'autre, etc., la question de la transposition, elle ne se pose pas réellement. Alors peut-être qu'il y a des publicitaires qui auront envie de mettre des panneaux en bord de route, ben maintenant c'est interdit, hein. Donc le long des départementales, c'est pas autorisé. Mais oui, peut-être que la question va se poser autrement, mais je pense que c'est aussi une question de choix d'acteur, quoi. Et qu'à ce moment-là, on est aussi capable de dire non, quoi. Je le vois très bien, c'est que, par exemple, la capacité à déconnecter. Moi, j'ai plus de télé. Quand je vivais en ville, je passais plein de temps devant la télé parce que je voulais pas rater des trucs. Je travaillais dans la politique. Alors, fallait avoir vu le discours de Jean-Pierre, fallait avoir vu machin à la matinale de BFM, fallait bidule, être tout le temps connecté, l'injonction à pas rater l'information, à pas rater les messages, à pas être dépassé, à pas... Je veux dire, aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. C'est un sujet qui me... Quand les trucs m'intéressent, je vais les chercher. Quand ils ne m'intéressent pas, je les cherche pas. Alors des fois, je passe un peu pour une grosse naze quand Élise Lucet me dit « Vous connaissez le format de l'interview ?» Ah non, je crois que la dernière fois que j'ai regardé Envoyé spécial, j'avais 22 ans. Mais on va faire ça. Je vais regarder sur Internet, je vais te pleuser. Ça s'appelle... J'ai découvert au passage que l'appli ne s'appelle plus Pleuse depuis au moins 4 ans. Bref, voilà. Donc oui, effectivement, peut-être qu'on n'est pas dans le même schéma. Mais je pense que c'est ça, c'est cette question de choix et de positionnement en tant qu'acteur ou actrice d'un territoire qui va, à mon avis, être la première barrière. Parce que la ville, c'est aussi un espace de mimétisme où, en fait, il est très difficile d'affirmer qu'on va faire autrement. Parce que on est vite jugé, on voit pour les gens qui font des choix alimentaires, la galère que c'est de devenir végétarien, le jugement, etc. Quand tu es entre amis, que tu es chez toi, que...
tu deviens végé, vegan, t'emmerdes personne, il n'y a pas de jugement, tout va bien. En fait, c'est ça aussi, c'est tout ce qui est un combat dans une zone urbaine pour avoir une vie plus écolo et naturelle à la campagne. Et en fait, les gens qui partent vivre à la campagne sans avoir forcément mon bagage idéologique d'écolo qui n'en veut, eh ben, ils font un jardin aussi. Parce que c'est quoi qui est plus fou que de voir un enfant manger les framboises du petit framboisier que tu as planté l'année dernière? Il n'y a rien qui vaut ça, en fait. Il n'y a rien qui vaut ça. Et que tu sois un écologiste radical ou que tu ne te sois jamais posé la question, eh ben, ce plaisir-là, tu le vivras de la même manière. Donc je pense que c'est ça qui est essentiel. Et que ça, les publicitaires, ils ne pourront pas nous l'enlever. La qualité des relations humaines, l'intergénérationnel, c'est un truc essentiel, quoi. Et c'est un truc, une fois que tu l'as, tu le lâches plus. Surtout parce que tu as connu un autre mode de vie, tu sais la valeur que ça a. Et ça, c'est vraiment un truc que je dis souvent aux amis ruraux qui ont plutôt des complexes et qui se sentent un peu mal à l'aise quand les copains viennent de Paris, qu'ils ont des bonnes professions, qu'ils sont journalistes, qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela. Et ils disent « Ah non, non, moi je vais vous laisser. » Et tout ça. Bah non, reste à l'apéro, enfin, c'est bon, quoi. Et je crois qu'il faut qu'on aille à côté. Oui, on va migrer gentiment à l'extérieur de la salle. Merci beaucoup. Merci infiniment.